Choulin Daf Kaf Gimel Amoud Aleph. Comme on est arrivé hier vers la fin de la page, donc je vous invite à regarder depuis les 7 dernières lignes. Ba'er Abizira Ha'omer Hare Alay Rolat Behema Min Ha'ail O Min Hakeves Vehevi Palgas Mahu. Quel est le sujet? Et quel est le rapport avec notre étude? Nous l'avions vu précédemment dans la Mishnah qu'il y a une différence entre Torim et Bnei Yona. Lorsque quelqu'un s'engage à apporter au Beth Amikdash des Torim, des tourterelles, alors il faut que ces volailles, ces oiseaux, aient atteint l'âge adulte. Tandis que, si au contraire, il s'est engagé à apporter des Bnei Yona, alors il doit apporter justement des jeunes colombes. Pourquoi? Car la Torah, à chaque fois qu'elle a parlé des colombes, elle a dit Bnei Yona. Elle n'a pas dit Yona. Contrairement à Torim, où elle n'a pas dit Bnei Torim. Donc on a bien compris que Torim, ça doit être des adultes, si on apporte des tourterelles, et des colombes, on doit apporter justement des jeunes colombes, puisque la Torah dit Bnei Yona. On avait vu également la question qui se posait par rapport au tzihouv. Tchilat tzihouv shebazé ve shebazé. Pasoul. Ça veut dire, on avait vu qu'il y avait 3 étapes dans la vie des oiseaux. Si on peut s'exprimer ainsi, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Lorsqu'ils sont tout jeunes, alors les plumes ont une certaine couleur. Lorsqu'ils arrivent à l'âge moyen, l'adolescence, eh bien c'est la couleur jaune. Les plumes ont une couleur jaune. Ensuite, ça tend vers le rougeâtre, vers la couleur de l'or. Mishiyazhivu. Donc au début, c'est tsahov, yatzhivu, tsahov, jaunâtre, et ensuite rougeâtre, zahav. Puisque la Torah exige des torim adultes et des pigeons très jeunes, alors il faut que ce soit ni des torim tsahov, ni des Bnei Yona tsahov. Maintenant, quel est le din s'il a apporté quelqu'un qui a dit « Moi, je m'engage à apporter un nid d'oiseau. » D'accord? Ola hatat. Un nid d'oiseau. Et had le ola ve had le hatat. Mais il a dit « Je pourrais m'acquitter soit en apportant des yonim, des Bnei Yona, des colombes, soit en apportant des tourterelles. » Alors, d'une manière ou d'une autre, qu'il apporte des torim ou des Bnei Yona, d'une manière ou d'une autre, il sera quitte. Mais la question se pose, quel sera le din s'il a apporté l'âge moyen? Il a apporté des torim et des Bnei Yona, mais qui étaient tsehouvim, qui étaient jaunâtres. Donc qui étaient ni enfants et ni adultes, plutôt adolescents. J'utilise des termes qui ne sont pas appropriés aux animaux, mais pour que vous compreniez. C'est-à-dire, il y a l'âge petit, moyen et grand. Alors maintenant, il a apporté des oiseaux de l'âge moyen, de couleur jaune. Et puisqu'il avait dit, je peux m'acquitter soit par des torim, soit par des Bnei Yona, quel est le din s'il a apporté l'âge moyen? Alors, on avait dit que lorsque quelqu'un s'engage à apporter des torim, il est obligé d'apporter des torim qui ont la couleur zahav, rougeâtre, et pas la couleur tsahov, jaunâtre. Pourquoi? Parce que il faut des grands, des adultes. Ce qui veut dire que la couleur jaunâtre, c'est peut-être des petits. Ou peut-être une catégorie à part. S'il dit j'apporterai des yonim, des Bnei Yona, alors il faut qu'il apporte des tout petits. S'il apporte des colombes jaunâtres,
c'est peut-être déjà des yonim qui sont déjà trop grands. Et donc, c'est pas bon. Alors, la Gemara s'était posé la question, elle avait dit comme ça. Est-ce que la couleur jaunâtre, qui est l'étape intermédiaire entre l'enfance et l'adulte, est-ce que c'est considéré comme safek ou est-ce que c'est considéré comme biria bifne atzma? Il y a deux conceptions possibles. Soit on considère que la couleur de tsahov, c'est une couleur qui est intermédiaire entre les deux, mais c'est juste un safek. Cette couleur intermédiaire, c'est nous qui ne savons pas comment la définir. Est-ce que l'oiseau est considéré comme adulte ou l'oiseau est considéré comme encore tout jeune, comme enfant? C'est nous qui ne savons pas définir. Mais selon la Torah, quand elle nous a dit Torim adulte, Benayona enfant, eh bien jaunâtre c'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas trois statuts, il n'y a que deux statuts. Nous, on ne sait pas comment définir le statut intermédiaire, de la phase intermédiaire de la couleur jaune. Ou bien on peut dire non, c'est pas nous qui ne savons pas définir. C'est qu'en réalité, il y a trois phases. Il y a l'enfance, l'adolescence et l'adulte. Et donc maintenant, si on considère que l'âge moyen, c'est-à-dire la couleur jaunâtre pour les oiseaux, c'est considéré comme une catégorie à part entière, alors quelqu'un qui apporterait deux nids d'oiseaux, il apporterait des torim, il apporterait des bénéyona, en disant voilà, c'est pour m'acquitter de mon engagement. Moi, j'ai dit que j'apporterais des oiseaux. Les voici. Alors, quand il apporte les deux, c'est sûr qu'il s'est acquitté de son devoir. Pourquoi? Parce qu'il a apporté des torim jaunâtres, il a apporté des bénéyona jaunâtres. Si tu dis que jaunâtre, c'est considéré soit adulte, soit enfant, mais c'est pas une troisième catégorie à part, donc c'est sûr qu'il est quitte. Parce que d'une manière ou d'une autre, il s'est acquitté. Soit tu dis jaunâtre, c'est adulte, et bien voilà, il a apporté des torim. Soit tu dis que la couleur jaunâtre, ça appartient à l'enfance, et bien voilà, il a apporté des bénéyona, donc il est quitte de son devoir. Mais si tu dis que la couleur jaunâtre désigne une phase intermédiaire qui est considérée comme un âge à part, comme une catégorie à part, qui n'appartient ni à l'enfance et ni à l'adulte, c'est plutôt de l'adolescence de l'oiseau, alors dans ce cas-là, la personne qui a apporté ce korban-là n'est pas quitte. Parce qu'en réalité, ce qu'il a apporté, c'est une troisième catégorie qui ne correspond à rien. Car la Torah, quand elle a dit tu apportes des torim, elle a dit adulte. Quand tu apportes des bénéyona, elle a dit tu apportes des enfants, des tout jeunes. Quand tu apportes maintenant des jaunâtres, des bénétorim jaunâtres et des bénéyona jaunâtres, eh bien tu n'as rien apporté qui correspond à la volonté de la Torah. Tu as apporté une biria bifne atzma, comme une créature à part entière. C'est une catégorie qui correspond à rien, car la Torah t'a dit torim, c'est-à-dire des adultes, et pas des adolescents. Tu as apporté des adolescents, toi. Quand elle t'a dit bénéyona, c'est des enfants, pas des adolescents. Tu as apporté des adolescents, alors ça correspond à rien. Même si tu as apporté torim et bénéyona, tu n'es pas quitte de ton devoir. Donc vous vous rappelez hier cette discussion, et que hein? Oui, c'est une révision d'hier. Alors maintenant, moi, après être resté sur cette question en suspens, je voudrais maintenant que vous compreniez que tout cela, c'était une introduction nécessaire, c'est un rappel de ce qu'on a étudié hier, mais nécessaire pour la suite. Parce que la suite, c'est exactement pareil, sauf que jusqu'à présent, on avait parlé des volailles, maintenant, on va parler des animaux. Et c'est pareil. Au niveau des animaux, on va voir qu'il y a également trois âges. Un korban peut être fait avec un keves, ou un haïl, ou un par. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un par? C'est un bœuf. Lorsqu'on apporte un bœuf, bien que ce ne soit pas le sujet de notre daf, mais je le rappelle tout de même juste pour remettre les pendules à l'heure. La Torah nous dit qu'à chaque fois qu'on apporte un korban, rola ou shlamim, il doit être accompagné de nesachim. Qu'est-ce que c'est que nesachim? On doit apporter minhata veniska,
La minha, donc c'est l'oblation, c'est le korban à base végétale qui doit être apporté avec le korban animal. Mais il y a également la libation de vin sur le misbéach au moment du korban. Donc il y a la bête qui est sacrifiée en tant qu'animal, et il y a aussi la minha, donc c'est à base végétale, et il y a aussi la libation de vin, c'est le liquide qui est versé au moment du korban. Combien doit-on apporter de quantité de farine pour la minha avec de l'huile d'olive lorsqu'on apporte un... comment on appelle ça? Un bœuf. Alors, shlosha esronim la part, shene esronim la haïl, ve issaron la keves. Le mot issaron, ça veut dire un dixième. Un dixième de quoi? Alors, nous avons... Combien vous dites? Alors, un dixième, Issaron Solet, c'est un dixième d'une mesure qui s'appelle Efa. Asirit à Efa. Alors maintenant, Asirit à Efa, ça correspond à quel volume? Ça correspond au Homer. Homer, ça correspond à quel volume? À 43 œufs et un cinquième d'un œuf. Prenez un keli, remplissez-le d'eau à ras-bord, mettez dedans 43 œufs, l'eau qui va déborder, vous allez recueillir, c'est le volume de 43 œufs et un cinquième d'un œuf. C'est le shi'ur de Asirit Haefa. C'est d'ailleurs le shi'ur pour la hala. Quand on doit prélever la hala d'une pâte, quelle est la quantité qu'il faut avoir pour devoir prélever? Eh bien, c'est ça. Alors, à Botaï. Maintenant, quand la Torah nous dit « Issaron solet le minha » pour le par, c'est combien? 3 esronim. Shlosha esronim, la part. Et chaque Issaron solet, il doit être beloula bashemen. Combien faut-il d'huile d'olive pour mélanger, pétrir un volume de farine qui correspond à 43 œufs? Un log shemen. Pour chaque Issaron solet, j'apporte un log shemen. D'accord? C'est à peu près 35 centilitres d'huile d'olive. C'est ça qu'il faut apporter pour 43 œufs en volume, le volume de 43 œufs de farine, pour pétrir la pâte. Après, je pétris, c'est très bien. Si je n'ai pas pétri, ce n'est pas grave. C'est la fameuse règle que vous connaissez certainement. Beloula bashemen venisko, kol haraoui la bila, en abila me'akevet bo. Kol she'eno raoui la bila, habila me'akevet bo. C'est-à-dire que si tu as une quantité d'huile d'olive suffisante pour pétrir, même si tu n'as pas réellement pétri, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que la quantité d'huile était apte à pouvoir pétrir. Nous avons une règle. Lorsque la Torah, à propos des corbanotes, ne se répète pas, c'est qu'elle a souhaité la chose, mais elle ne l'a pas exigée. Ça veut dire que quand la Torah insiste, elle exige, alors elle insiste, elle se répète. Ça, c'est une règle à propos des corbanotes. Tout ce qui concerne les kadashim, qu'on offrait dans le Beth Amikdash, nous avons une règle. Quand la Torah veut exiger un détail, alors elle répète 2 fois la chose. Si elle a dit qu'une seule fois, c'est les mitzvahs avalo le akev. C'est souhaitable, mais ce n'est pas indispensable. Donc, beloula bashemen, la bila, c'est souhaitable, mais ce n'est pas indispensable dans le sens où, même si tu n'as pas vraiment pétri, ce n'est pas grave. Mais il fallait absolument que la quantité d'huile que tu as apportée aurait pu potentiellement suffire pour le pétrissage. Maintenant, nous avons une quantité de farine et automatiquement une quantité d'huile qui va avec en fonction du volume de la bête.
de l'importance de la bête. S'il s'agit de, comment on appelle ça, d'un part d'un bœuf, shlosha esronim, la part. Trois fois isaron, 3 fois aserita efa en farine. Et donc combien d'huile? 3 logim de shemen. Maintenant, passons à une autre catégorie. Shene esronim la haïl. Si c'est un haïl, c'est-à-dire un bélier c'est quoi? C'est un mouton qui a grandi. Il a l'âge au moins de 2 ans. C'est-à-dire que la première année, il s'appelle keves. La deuxième année, déjà, il s'appelle haïl. Donc, dès qu'il passe de la première année à la deuxième année, il passe du statut mouton au statut bélier. Haïl. Combien de Issaron solet il faut apporter si j'offre un korban haïl? Comme Ola ou Shlamim. 2. Shne esronim la haïl. Donc combien d'huile avec? 2 logim. Très bien. Maintenant, si j'ai un keves, j'apporte un mouton. Keves qui est âgé d'1 an dans l'année. Combien de farine? Issaron solet. Combien d'huile? Log had shemen. Très bien. Donc répétons. Shlosha esronim la part. Shne esronim la haïl. Ve issaron la keves. Très bien. Maintenant qu'on a terminé l'étude de la minha, des menachot, parlons maintenant des nesachim, nisuch hayayin, la libation de vin. Quelle est la quantité requise pour le sacrifice d'un bœuf, d'un bélier et d'un mouton? Combien la part? Hatsi hahin la part, shlishit hahin la haïl, urvi'it hahin la keves yain. C'est-à-dire, en fonction de l'importance du korban, ainsi aura lieu la libation de vin. Donc la quantité de vin pour un par, c'est hatsi hahin. Combien c'est la moitié d'un hin? Combien c'est un hin? Hin équivaut 12 logim. Donc hatsi hahin, la moitié d'un hin, c'est 6 logim. Un log, on a déjà dit que c'est 35 centilitres, c'est un log. Donc 6 fois 6 logim, c'est la moitié d'un hin. Hin, c'est une mesure qu'il y avait dans le Beth Amikdash qui équivalait 12 logim. Donc, hatsi ahin, il y avait shnatot hayubahin, il y avait des traces dans le verre mesure pour définir les quantités. Alors, lorsque je voulais offrir un par comme korban, combien de vin je devais apporter avec? 6 logim, la moitié d'un hin. Si je voulais apporter un haïl, un bélier, combien de vin? Shlishit haïn, combien vous avez dit? Combien de logim? Shlishit haïn. Shlishit, c'est un tiers. Donc 12 divisé par 3. Donc j'apporte 4 logim de vin. Ça, maintenant, si j'apporte un keves, combien j'apporte? Revi'it haïn. C'est quoi revi'it? 12 logim divisé par 4. 3 logim. Alors j'apporte 3 logim de vin pour un keves, 4 logim de vin pour un haïl, un bélier, et j'apporte 6 logim si c'était un bœuf. Donc ça c'est juste une introduction générale. Le bœuf n'a rien à voir avec notre sujet, mais je l'ai dit juste pour avoir un schéma complet. Mais maintenant qu'on a compris cette introduction, on va rentrer dans le vif du sujet de notre sugya aujourd'hui. À savoir que qu'est-ce que c'est qu'un bélier, qu'est-ce que c'est qu'un mouton? C'est la même bête, sauf que le mouton est petit, tout jeune, il est dans l'année. Le bélier, c'est le mouton qui a grandi, qui est devenu bélier. Et par conséquent, si j'offre comme sacrifice un keves, voilà la quantité de solettes qu'il faut apporter, c'est Issaron solette, avec un log shemen, avec 3 logim de vin. Si j'apporte un haïl, alors qu'est-ce que je vais apporter avec? Shne esronim de solette, shne logim de shemen, et arba'a logim de yain. Zéou. Ça, si par exemple je veux offrir un korban ola ou offrir un korban shlamim, ou bien si j'ai l'obligation d'offrir un korban ola ou korban shlamim. C'est quoi korban ola, korban shlamim? Alors, par exemple, un homme, alors un korban ola et korban shlamim, vous faites bien de poser la question, on traduit en français ola par holocauste, c'est-à-dire
un korban qui est entièrement sacrifié sur l'autel. Quand j'offre un korban ola, il est kalil. Kalil, c'est-à-dire, il est brûlé entièrement sur le mizbeach. Tandis que shlamim, c'est un korban qui est, comme son nom l'indique, shalom au pluriel, shalom la gavoa, shalom la kohanim, shalom la be'alim. Shlamim, shalom, c'est-à-dire tout le monde a sa part. Dieu a sa part, c'est les graisses et le sang qu'on offrait sur le mizbeach, l'aspersion du sang et les graisses qui étaient consumées sur l'autel. Nous avons également hazé vachok, la poitrine et la pâte qui est offerte au kohanim. Et nous avons également le reste de la viande qui est consommée par le propriétaire, c'est-à-dire que tout le monde en a eu pour sa part. Tandis que Ola, c'est entièrement sur le mizbeach. Alors parfois, le korban Ola est une obligation. Parfois le korban shlamim est une obligation. Par exemple, un nazir doit apporter le haïl qui est shlamim du nazir. Alors, il y a des shlamim qui sont obligatoires. Ou bien par exemple, shalmé toda, les shlamim de quelqu'un qui doit apporter un korban toda. Mais il y a aussi une possibilité de faire ce qu'on appelle korban nedava. Il y a hova, obligation, c'est en fonction de circonstances différentes. Et nedava, c'est lorsque j'ai décidé d'offrir au Beth Amikdash un korban ola ou korban shlamim. Donc voilà les possibilités. Alors maintenant, je peux apporter un keves, je peux apporter un haïl. Et donc maintenant, de quoi on va parler? On va parler de l'âge. L'âge de la bête, 1 an, keves. 2 ans, comment on appelle ça? Haïl, le bélier. Entre les deux, figurez-vous qu'il y a juste après, au moment de la transition, de l'âge de l'enfance du mouton à son âge adulte, il y a l'âge de l'adolescence. C'est-à-dire, comme on avait vu à propos des oiseaux, la couleur des plumes, par exemple blanchâtre au début, jaunâtre par la suite, rougeâtre par la suite, alors on s'était posé la question, quel est le statut de la couleur jaune? Est-ce que c'est considéré comme un safek petit, safek grand, ou bien est-ce que c'est considéré comme une catégorie à part entière? C'est ni jeune, ni adulte, c'est rien du tout. Et par conséquent, il n'y a aucune chance de pouvoir s'acquitter de son devoir. Si j'ai dit d'apporter des torim au Beneyona, bien si tu as apporté du jaunâtre, c'est ni torim ni Beneyona. Bien que tu aies apporté les deux catégories, tourterelle et colombe, t'as rien fait. Pourquoi? Parce que ça correspond à rien. Mais, si je dis que c'est un safek, eh bien oui, mimanafchar, tu es quitte. Soit c'est des petits, donc tu es quitte à titre de Beneyona, soit c'est considéré grand, donc tu es quitte à titre de Torim. La même chose maintenant, on va voir. 1 an, Keves. 2 ans, Haïl. Mais en réalité, c'est pas exactement comme ça. Le passage de l'enfance à l'adulte passe par l'adolescence, également chez les animaux comme chez les oiseaux. Quelle est la phase intermédiaire? C'est 1 mois. 1 mois, c'est 1 an plus 1 mois. Moins d'1 an, c'est Keves. 1 an et 1 mois, c'est Haïl. Mais entre 1 an et 1 mois, le mouton s'appelle Palgas. Palgas, c'est... Palgas, c'est cette phase intermédiaire qui est entre les deux. Et maintenant, regardez, Baï Rabbi Zera. Rabbi Zera se pose la question. Haomer hare alai olat behema mina haïl o mina keves. Vehevi palgas, mahu. Quelqu'un qui a dit, je prends sur moi un éder d'apporter comme ola, comme holocauste, une behema, une bête, soit mina haïl, soit de la catégorie bélier, soit de la catégorie keves, mouton. Ça veut dire soit adulte, soit enfant. Vehevi palgas. Et il a apporté un palgas. Regardez s'il vous plaît
ce que dit Rashi à propos de Palgas. Keves ben Shana, un mouton qui est âgé d'1 an dans l'année. Betor shenato karoui keves. Il s'appelle mouton, keves. Ve aïl mishe avru yud gimel hodashim. Il s'appelle aïl qu'après 13 mois. Shenichnas hodesh shalem betor hashana shnia. 1 mois entier s'est écoulé de la 2e année. Karoui aïl ad olam. Il portera le nom de bélier jusqu'à la fin de ses jours. Donc Palgas, Betor Chodesh Rishon, Shel Shana Shnia. Quand est-ce qu'il s'appelle donc Palgas? Juste le 13e mois de sa vie. Pendant tout le 13e mois, il s'appelle Palgas. Alors maintenant, Rabbi Zira se pose la question. Lorsque quelqu'un s'est engagé à apporter comme Korban Ola, soit Keves, soit Aïl, et maintenant il nous a apporté un Palgas. Est-ce qu'il est quitte ou pas? Parce que lui, il a dit, peu importe, je me laisse le loisir de choisir ce que je veux au moment voulu. Et donc il a dit, moi j'apporterai un Korban Ola. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté les deux. Au moment de la pratique, au moment de la concrétisation de son vœu, il apporte les deux. Pour s'acquitter de son vœu, il apporte les deux. Il a dit, j'apporte Keves. Pardon, excusez-moi, pas les deux. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Il a dit, j'apporterai ou Keves ou Aïl, ce que je veux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il peut apporter Keves, il les quitte. Il peut apporter Aïl, il les quitte. C'est en Toda qui fait ça? Juste une seconde. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il amène? Eh bien, évidemment qu'il faut apporter ce qui est conforme. Ce qui est conforme. Dans la mesure où il a 13 mois. Non, regarde. Il a dit, j'apporterai soit Keves, soit Aïl. Eh bien, s'il apporte Keves, il apporte les quantités qui vont avec. S'il apporte Aïl, il apportera les quantités qui vont avec. Maintenant, la question que pose Rabbi Zera, quel est le din s'il a apporté un Palgas? C'est en Toda qui fait ça? On n'a pas les mesures des... Non, mais si c'est... Pourquoi on n'a pas la mesure Non, de l'huile pour le il veut offrir une Nedava. On n'a pas la mesure de la farine. Nedava, un cadeau. Un cadeau, donc si c'est un cadeau, Bon. peu importe, même si c'est un Palgas, il sera quitte. Ah, c'est un neder. Non, tu m'as dit. Tu t'es engagé. Un neder. Il a dit, je fais un neder d'apporter un korban ola, soit keves, soit aïl. Donc il doit respecter sa parole. Qu'il apporte ou keves ou aïl. Il ne peut pas apporter autre chose. Si c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas bon. Alors maintenant, quel est le din s'il a apporté un palgas? Est-ce que le palgas, c'est un safek keves? Est-ce que le palgas, c'est un safek keves, safek aïl, donc il est quitte d'une manière ou d'une autre? Et il apportera évidemment comme aïl. Et il apportera combien? C'est là la question. Ah oui, parce que Palgas, on n'a pas la quantité. Bravo. C'est là votre question. Excellent. Quelle quantité il va apporter? Il va devoir apporter... Non. Il apportera comme aïl, comme un bélier, c'est-à-dire beaucoup, 2 esronim et ainsi de suite, comme un bélier, mais il dira comme ça. Si c'est considéré comme bélier, donc voilà. Si c'est considéré comme keves, alors le surplus, je le donne comme nedava. On est sorti d'affaire. Alors, excusez-moi. Juste une seconde, attendez. Alors maintenant, quel est le sens du safek de Rabbi Zera? Rabbi Zera se pose la question suivante. Il se pose la question suivante. Il dit, est-ce que Palgas, c'est un safek keves, safek aïl? Dans ce cas, cet homme, c'est bon? Quand il a apporté un Palgas, il est quitte. Pourquoi? Puisque lui-même il a dit, je me laisse le loisir de choisir ce que je veux, soit keves, soit aïl. Eh bien, en apportant le Palgas, ça correspond à ce que j'ai choisi. Si le Palgas s'appelle keves, je m'étais dit que je peux apporter un keves. Si le Palgas s'appelle aïl, je m'étais dit que je peux apporter un aïl. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais dans la mesure, écoutez bien l'essentiel maintenant, écoutez l'essentiel, mais dans la mesure où Palgas correspond à une catégorie à part, alors en réalité ce n'est ni l'un ni l'autre.
Ce n'est pas conforme à son éder. Il est ni l'un ni l'autre. De le poser des corps comme ça là, il a déjà posé quelque chose. Attendez, c'est la même chose que les oiseaux. Il est végétal, il n'a pas été. C'est la même chose que les oiseaux. C'est ni l'un ni l'autre. Mahon. Mais là, ici, on va voir un élément supplémentaire. On va voir ici un élément supplémentaire. Il y a au moins du côté du haï, on n'y est pas encore. Mais entre le départ jusqu'à 13 mois, y compris dans le... On a eu la couleur. Ça s'arrête à 12 mois. On a une information parce que dans Yona et tout, on n'avait pas ce mois. On savait que... Non, mais ça change rien. Là-bas, c'était la couleur qui définissait l'âge intermédiaire. Et ici, c'est le temps. Ça change rien. Bon, les frères et les amis, là, je vous écoute attentivement. J'ai vu qu'il y avait des doigts qui s'étaient levés. À vous la parole. Non, alors, une question. Le pagasse. Ou alors, peut-être, je sais pas, excusez-moi si vous l'avez dit, je n'ai pas entendu. D'où on le tire de la Torah que le pagasse, c'est très simple. Ça, c'est une... Voilà, à chaque fois, on se base sur quelque chose qui a eu lieu. D'où on sait que Keves, c'est 12 mois. Oui, c'est ça. D'où on sait que Keves, c'est 12 mois. D'où on sait que les tefilines ont une forme pareille. Et pas le gaz, c'est Moshe Messina. Eh bien, tout ce qu'on sait, la traduction de chaque mot, la traduction de chaque mot dans la Torah, d'où on sait. D'où vous savez que Aleph s'appelle Aleph et que Bet s'appelle Bet. Vous savez que ce que je vous dis, c'est pas de la blague. C'était un goy qui avait dit à Hillel Azaken, moi je... Non, Haz v'shalom. C'est rien que pour expliquer. Halila. C'est rien que pour illustrer mon idée. Il y avait un goy qui avait dit à Hillel Azaken, je suis prêt à me convertir au judaïsme, mais à condition que tu m'enseignes que Torah chez Birtav. Je n'y crois pas en Torah chez Be'alpé. Torah orale, ça ne me dit rien. Ça peut être une invention. Qui dit que Alors il lui dit, il n'y a pas de problème, viens. D'abord il a été chez Shammai, Shammai l'a refoulé. Il vient voir Hillel, et Hillel lui dit, il n'y a pas de problème. Allez, on commence à étudier. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Tu révises bien. Lendemain, tu as bien révisé, très bien. Alors Hillel lui dit, bon, maintenant c'est moi qui vais réviser avec toi. Le Tav, il lui dit c'est Aleph. Le Shin, il lui dit c'est Bet. Il lui dit, mais ça va pas? Hier, tu m'as dit le contraire. Hier, tu m'as dit que ça c'est Aleph et ça c'est Tav. Maintenant, tu me dis Tav c'est Aleph et Aleph c'est Tav. Il lui dit, pourquoi tu comptes sur moi? Moi, je te dis que Aleph se lit Aleph. La lettre Aleph, telle qu'elle est écrite, elle se lit oralement Aleph. Bet, cette forme, ça se lit Bet. Qui t'a dit que à cette écriture correspond cette lecture? C'est moi. Pourquoi tu es compté sur moi? Si tu comptes sur moi sur la traduction, pour la lecture, compte sur moi pour la traduction, compte sur moi pour l'interprétation. Ça veut dire qu'on n'a rien. Si on n'a pas le Be'alpé, on n'a rien. La lumière de la Torah chez Birtav, c'est la Torah chez Be'alpé. Ok. Alors maintenant, Palgas, c'est l'âge du premier mois de la deuxième année, le 13e mois. Ok. Mais quel est le statut? Ce statut intermédiaire, est-ce que en fait, il n'y a pas 3 niveaux, il n'y a que 2 niveaux. Il y a soit l'enfance et l'adulte, et donc Palgas, ça appartient soit à l'enfant, soit à l'adulte. Mais nous, on ne sait pas. Alors dans ce cas-là, si tu as dit clairement depuis le début que tu te laisses le loisir de choisir au dernier moment, soit Keves, soit Haïl, eh bien en apportant Palgas, tu es quitte. Car d'une manière ou d'une autre, tu es quitte. Si c'est un Keves, eh bien tu l'as porté en tant que Keves. Si c'est un Haïl, tu l'as porté en tant que Haïl. Tu es quitte. Mais si on considère que Palgas, c'est-à-dire le 13e mois, c'est un âge intermédiaire qui correspond ni à l'enfance, ni à l'adulte. Ça correspond à l'adolescence, qui est une catégorie à part. Donc, en effet, tu n'es pas quitte de ton devoir. Tu t'es engagé d'apporter comme Korban Ola quoi? Une bête qui s'appelle Keves ou une bête qui s'appelle Haïl. Eh bien, Palgas, c'est ni l'un ni l'autre. Si c'est ni l'un ni l'autre, eh bien, tu n'es pas quitte. Tu devras apporter un autre Korban. Soit Keves, soit Haïl, mais pas Palgas. C'est le Safek qu'avait Rabbi Zira. La Gemara
analyse ce safek et elle dit, attention, cette question de Rabbi Zera n'est valable que selon une opinion, mais pas selon l'autre. Elle s'explique. Aliba de Rabbi Yohanan, loti ba'elach, de Amar, biryahave, ditnan, hikrivo, ou mevi alav niske ail, ve'en olelo mizivho. Ve'amar Rabbi Yohanan, o la ail ta'ase minha, o le rabot et apalgas. Ki tib'elach, aliba de barpada, de Amar, maïté ou matne. Mi amrinan ail vekeves matne, bebiria lo matne, odinma, bebiria nami matne, de Amar, ibiria hava, lehve kule nedava. Teko. On a compris la fin. La Gemara nous dit comme ça. Il y a une mahloket entre Rabbi Yohanan et Barpada. C'était deux Amoraïm, deux grands maîtres. Et chacun considère le palgas différemment. La Gemara dit que selon Rabbi Yohanan, la question de Rabbi Zera ne se pose même pas. Car selon Rabbi Yohanan, il est clair et évident que Palgas, c'est une biria bifne atzma. C'est une créature à part entière, c'est-à-dire c'est un âge intermédiaire qui ne correspond ni à l'enfance ni à l'adulte, c'est de l'adolescence. Et par conséquent, cet homme-là ne sera pas quitte de son devoir parce que c'est ni keves ni haïl. Et d'où on le voit, où est-ce qu'on voit que Rabbi Yohanan l'a dit ainsi? La Gemara dit comme ça. Aliba de Rabbi Yohanan, lotib elach. Selon Rabbi Yohanan, la question ne se pose même pas. Pourquoi? De Amar biria have. Puisque Rabbi Yohanan a dit que le palgas, c'est une créature à part entière. Pourquoi? Puisqu'il dit à ce propos, c'est écrit là-bas dans la Mishnah, c'est une Mishnah qui figure dans ma Sechet Para Aduma. Il y a écrit comme ça, Ben Shlosha Asar Hodesh, le palgas, Eno Kacher Lole Aïl, Velo la Keves. Ça veut dire on n'est quitte ni pour Aïl, ni pour mouton. D'accord? Et à ce propos-là, Hikrivo Mevi Alav Niske Aïl. Puisque ça ne correspond ni à l'un ni à l'autre, ok, mais s'il a offert comme sacrifice le palgas, qu'est-ce qu'il va devoir apporter comme Nesachim? Combien de quantité de farine et d'huile et de vin? Alors Mevi Alav Niske Aïl. Comme le grand. Nachon. On l'accepte, mais en tant que les Nesachim qui vont avec, il apportera. Ve'en olelo mizivho. C'est-à-dire, mais s'il s'est engagé à porter soit keves, soit haïl, en apportant un palgas, il n'est pas quitte. Il devra apporter finalement soit le keves, soit le haïl, car le palgas c'est ni keves, ni haïl. Donc pour Rabbi Yohanan, c'est clair, net et précis. D'ailleurs, qui nous dit, Bechlal, qu'il est sacrifiable? Tu me dis que quoi? Qu'il est sacrifiable et comme un haïl. Mais si tu me dis qu'il n'est pas keves et qu'il n'est pas haïl, alors ne le sacrifie même pas. Peut-être qu'il n'est même pas admis comme korban. La Torah nous a donné des noms pour les korbanot. Tu as le part, tu as le haïl, tu as le keves. Mais le palgas, si c'est ni keves ni haïl comme Rabbi Yohanan le considère, alors comment tu me dis qu'il est sacrifiable? Et en plus tu me dis qu'il doit apporter des nesachim comme le grand, comme le haïl. Ma pitom. Alors il dit parce que Amar Rabbi Yohanan, O la haïl ta'ase minha. C'est un pasouk. O la haïl ta'ase minha. Je vous lis le pasouk entièrement. Il figure dans Bamidbar, Perek Tedvav, Pasuk Vav. O la haïl ta'ase minha solet shene esronim belula bashemen shelishitayin. C'est un pasouk. Le mot o, ou bien, est en plus. On aurait pu écrire la haïl ta'ase minha. Pourquoi tu as écrit le mot o en plus? Rabbi Yohanan dit que la Torah vient faire allusion à quelque chose qui ressemble au haïl, c'est le palgas. Pendant le 13e mois. Il est sacrifiable comme un haïl. Je répète, il est sacrifiable comme un haïl. Mais ce n'est pas un haïl.
Et donc tu ne seras pas quitte de ton devoir si tu t'es engagé à porter un haïl ou un keves, car il n'est ni keves ni haïl. Donc pour Rabbi Yochanan, les choses sont claires, nettes et précises. Quelqu'un qui apporte un palgas n'est pas quitte de son devoir s'il s'était engagé à porter soit un keves mouton, soit un haïl bélier. D'accord. Il n'a pas le droit de dire je vais offrir un palgas. Il peut, au contraire. C'est pas cité dans la Torah. Il a de l'autre. Mais on vient de dire que c'est mentionné par allusion. Oh. Oh. Quoi? Si c'est une espèce à part, on aurait dû en faire une catégorie de corban alors. Ben voilà. C'est d'accord, c'est. C'est quoi? Dites-moi. Dites. Osez. Lorsqu'il y a une dracha c'est comme si c'était écrit. D'accord? Alors, il ne faut pas remettre en cause les drachotes. D'accord, oui, non, je ne remets pas en cause, mais on Alors aurait dû en faire carrément une catégorie de Non. corban, comme le haïl. Mais la Torah, c'est elle qui définit les lois. Si la Torah l'a annexé au haïl, eh bien, il est annexé au haïl. Point à la ligne. Ça veut dire pas annexé au haïl dans le sens où il s'appelle haïl. C'est que les quantités de farine et d'huile et de vin que je vais apporter correspondent au haïl. Mais lui-même, ce n'est pas un haïl. Mais il est sacrifiable grâce au mot o. C'est-à-dire non. C'est parce que la Torah elle a dit oh la haïl. On apporte quoi? Haïl. Ah, Olaïl, pardon. Ah, donc c'est clair. Donc, d'après ce qu'on entend la Olaïl, c'est que le palgas, c'est un haïl plus qu'autre chose. Non. Il est juxtaposé au haïl et donc il aura les mêmes dynimes que le haïl. Mais ce n'est pas un haïl. Quelqu'un qui dit je m'engage à apporter un haïl, Est-ce que ça n'exclut pas le fait qu'il puisse être un C, un keves? il est ni keves. Puisqu'on doit passer au stade d'apporter. Donc c'est sûr que ça exclut le keves déjà, c'est sûr. Mais même le haïl, ce n'est pas un haïl dans le fond, dans l'absolu. On lui donnera les mêmes dynimes que le haïl. Mais quelqu'un qui dit je m'engage à apporter un haïl, eh bien il n'est pas quitte en apportant un palgas. Il tend vers du palgas, ça tend vers le haïl. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça tend vers le haïl? Farine et de yaïn. Expliquez-vous. C'est-à-dire que pour le palgas, si je dis palgas, il faut que j'amène les deux quantités de pâte esromim pâte. Bravo. De farine. Exactement. De yaïn. C'est-à-dire, je vais tendre pour donner ce que je donnerai pour le haïl. D'accord. Mais est-ce que vous êtes quitte? Est-ce que vous serez quitte de votre devoir de haïl? Non. Voilà. Non, parce que j'ai dit palgas. J'ai dit haïl, et en apportant un palgas, eh bien vous n'êtes pas quitte. Bon, mon voisin, il pose une question. Est-ce qu'il a sa carte d'identité avec la date de naissance? Il y a comment? Il y a une traçabilité. Il y a une date de naissance. Il y a des traçabilités aujourd'hui. Ça, c'est une bonne question. Voilà, C'est une bonne question. Lorsque j'étais fermier, j'avais une traçabilité de tout. allez, Comment? je le reconnais. Le mouton, c'est pas un animal en tant que tel. Non, Le mouton, c'est comme le bœuf. C'est un haïl castré, le mouton. Pourquoi? Pourquoi castré? Parce qu'il est. Le bœuf, c'est un chauve, c'est un taureau castré. Non, le bœuf, c'est déjà une autre catégorie. Non, d'accord. Baruch haba b'shem Hashem. Dans l'appellation, on a traduit C. Au Québec, on a traduit par mouton. Oui. D'accord? Ça, c'est du menu bétail. Ça n'a rien à voir avec le gros bétail. Pourquoi vous confondez le gros bétail et menu bétail? Ça, c'est Bakar et ça, c'est Tson. Non, mais je parle pas de comparatif. Le comparatif que je fais, c'est que le mouton, c'est un animal un peu bâtard. Pourquoi? Parce que c'est un animal mâle qui n'est pas devenu bélier. C'est ça. Il n'a pas eu le temps de grandir. On lui a pas laissé le temps de grandir encore. Non, il a été castré. Pourquoi vous dites ça? Parce que le mouton, c'est un bélier castré. Quoi? Ah oui. C'est vrai, ça. Le mouton, c'est un âge. Rachi. Relisez le Rachi à nouveau. Je relis. J'étais surpris aussi, moi. Le mouton, c'était un agneau qui avait grandi
et qu'il n'était pas devenu bélier. Pourquoi? Parce qu'il avait été castré. On va lire le Rashi, mon cher ami. Palgas. Oh. Rabbi Moshe. Rabbi Moshe. Rabbi Moshe. Vous voulez entendre le Rashi ou pas? Alors écoutez. Palgas. Keves ben Shana. Betor Shenato. Karoui Keves. Mais écoutez. Oui, mais ce que dit le... Non. C'est d'air. Ça, c'est si on a voulu le castrer. Et si on n'a pas voulu le castrer, qu'on l'a laissé grandir. Hein? Quand il est petit, comment il s'appelle? Agneau. Jusqu'à quel âge? Très bien. Et quand il passe au 13e mois, comment il s'appelle? Palgas. 13e mois, Palgas. Et après, il s'appelle Bélier. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est d'air. Le mouton, on a compris. Le keves, c'est-à-dire la famille du mouton. Quand il est agneau, il a l'âge maximum d'1 an. Quand il passe au 13e mois, de 12 mois et 1 jour jusqu'à 13e mois, eh bien là, il s'appelle Palgas. Dès qu'il passe au 14e mois, 13 mois et 1 jour, il s'appelle Aïl. Pareil, c'est l'agneau. Oui, c'est le keves. La famille des moutons a 3 âges. Oui, on peut l'appeler. Oui, mais le keves, c'est quand il est jusqu'à un âge maximal de 12 mois. L'agneau, quand il a un âge maximal de 12 mois, ça s'appelle keves. Après, il s'appelle Palgas. Après, il s'appelle Aïl. Par exemple, il y a un corps qui a eu un grand troupeau de moutons avec la vanne. Comment il a pu faire le compte des keves, des palgas et des haïl? Est-ce que dans la Torah, au moment où Yaakov est un grand propriétaire de troupeaux de moutons, comment c'est défini? C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme cadeau à Esav? Hein? Je sais que c'est 2 heures à 10 heures. Mais Hazrat Hashem. Qu'est-ce qu'il a offert comme cadeau à Esav? On voit là-bas tout un nombre de bêtes qu'il lui a envoyées. Tout est précis et défini. Et est-ce qu'il y a le mot palgas? Non. Allez les frères et les amis. C'est dommage de perdre du temps pour des choses qui sont évidentes. Maintenant, on a compris des choses. Simplement, il ne faut pas les compliquer. On a 3 âges. L'âge intermédiaire entre 12 mois et 1 jour et le 13e mois, il s'appelle Palgas. La question est de savoir, est-ce qu'il est quitte de son don, de son engagement d'offrir un don au Beth Amikdash, soit Keves, soit Aïl? Alors, selon Rabbi Yochanan, c'est évident que non, puisque Rabbi Yochanan nous a dit que c'est une Birya Bifnei Atzma. L'âge intermédiaire, c'est l'âge de l'adolescence de la bête, et à ce moment-là, il n'est ni considéré petit Keves, ni considéré grand Aïl, il est entre les deux, donc c'est sûr que non. La question ne se pose que par rapport à Bar Pada. Bar Pada, qui lui, contrairement à Rabbi Yochanan, n'a pas déduit du mot O, la Aïl, l'inclusion du Palgas. Pour lui, il considère que le Palgas est un Safek. Et donc, si c'est un Safek, alors qu'est-ce que l'homme doit dire? Au moment où il apporte le Korban, il doit dire la chose suivante. Soit le Palgas, c'est considéré Keves, petit, et donc j'apporterai avec quoi? Les Haïsaron Solet, Log Shemen et Shlishit Haïn la Haïl, 3 logim de vin, d'accord? Shlishit Haïn pour de Yaïn, et soit c'est considéré Haïl, dans ce cas-là j'apporte le double. Shne Esronim, Shne Logim Shemen et Revi'it Haïn, Yaïn. 4, pardon, pas Revi'it, Shlishit Haïn, c'est-à-dire 4 logim. D'accord. Maintenant, comme il apporte en plus de la farine, de l'huile et du vin, imaginons que Béhémet c'est du Keves. Imaginons que Béhémet c'est un statut de mouton. Alors il n'a pas le droit d'apporter plus. Alors quel est le statut du plus? C'est Nedava. Très très bien. Alors maintenant écoutez Rabotai. La question de la Gemara maintenant.
la Gemara explique que Rabbi Zera, quand il s'est posé la question à propos du palgas, sa question, il a posé que par rapport à Barpada. Et la kavana de Rabbi Zera, c'est de savoir, est-ce qu'il faut rajouter dans les hypothèses, quand la personne apporte ce korban, et il doit faire un tnaï, il est matné, il pose une condition, et il dit, si c'est un keves, voici ce que je veux apporter. Si c'est un haïl, voici ce que je veux apporter. Est-ce qu'il faut rajouter encore une troisième hypothèse, une troisième éventualité? Si éventuellement, cette bête-là est considérée comme biria bifne atzma, comme une catégorie à part entière, alors dans ce cas-là, ce que j'apporte, c'est aussi en tant que catégorie à part entière. Comme Nedava. Relisons ça. Mi amrinan, regardez ça. Mi amrinan, aïl vekeves matne, bebiria lo matne, odilma bebiria nami matne, de amar ibiria hava, lehve kule nedava. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'au moment de son tenaï, puisqu'on a dit que le palgas, c'est quelque chose de flou, pour Barpada, la Torah n'a pas parlé de palgas. Il n'a pas la dracha du haut pour l'inclure dans le haïd au niveau des halachot. Le palgas serait une behema à part entière. Nahon, c'est une catégorie à part entière. Alors dans ce cas-là, si Barpada conçoit que peut-être le palgas est une catégorie à part entière, dans ce cas-là, il va falloir prendre en considération cette éventualité. Et donc, au moment du Tnaï, il doit dire au Kohen ces trois hypothèses. Peut-être c'est un Keves, peut-être c'est un Haïl, peut-être c'est ni l'un ni l'autre. Et donc, si c'est un Keves, je m'acquitte en tant que Keves. Et les Nesachim qui vont avec, et la Mincha qui va avec, c'est ça ce qu'il faut prendre en considération, et le surplus est Nedava. Si le palgas est considéré haïl au regard de la Torah, tout ce que j'ai apporté comme Nisouch Yain et comme Isaron Solet, c'est en tant que haïl. Si aux yeux de la Torah, le palgas est considéré Biria Bifne Atzma, alors je l'apporte en tant que Nedava. Ce n'est pas pour m'acquitter de mon devoir, c'est juste un korban cadeau à part entière, et avec tous les Nesachim qui vont avec. Et maintenant, je vais devoir apporter maintenant un autre korban pour m'acquitter de mon devoir. Juste une seconde. Pour terminer, la cerise sur le gâteau, comprenez une chose. Tout ce débat que nous avons, qui était très long, vous avez remarqué que c'était très long, tout ce qu'on a dit maintenant, tout ça pour finalement arriver à une chose. Laquelle? Un petit détail de rien du tout, qui nous paraît à nos yeux de rien du tout, c'est que Rabbi Zera se posait la question, quels étaient les propos de l'homme qui apporte ce korban? Un homme qui s'était engagé à apporter au Beth Amikdash, soit Keves, soit Haïl. Il a apporté un palgas. Et évidemment, puisque le palgas, c'est un Safek Haïl, Safek Keves, est-ce qu'il doit dire tout simplement Safek Haïl, Safek Keves, et donc, soit je l'apporte en tant que Keves, soit en tant que... Ou bien est-ce qu'il faut rajouter encore un troisième mot dans son tenaï et dire peut-être que c'est une biria. Peut-être c'est une biria, une créature à part entière, c'est une catégorie à part, et donc je la porte en tant que Nedava. De A à Z, c'est une Nedavan qui correspond à rien, ni Keves, ni Haïl, et donc en aucun cas je me suis acquitté. Il va falloir apporter ensuite encore un Keves, ou encore un Haïl, et dire voilà, si je ne me suis pas acquitté, non, pas les deux, un Keves ou un Haïl, et en disant si je ne me suis pas acquitté la dernière fois, voici maintenant, j'apporte ça pour m'acquitter de mon devoir. À vous la parole. Il a dit au Keves et au A, donc c'est l'un ou l'autre. Pourquoi je ne dis pas que jusqu'à 15 jours, c'est un mouton, les autres 15 jours, c'est un... Avant 15 jours, jusqu'à 15 jours, soit pleine, ça fait quelques jours. Et après la pleine, je vois la catégorie. Si c'était nous qui définissions les choses, ça aurait été une jolie proposition. Mais c'est pas nous qui définissons. Deuxième question. Est-ce qu'un enfant entre 12 et 13 ans, il a un statut équivalent? Non.
Oui, il y a quelques... Que par rapport au Neder. Par exemple, on voit que par rapport au Nedarim, Mouflé à Samour le Ish, à partir du moment où il est dans l'année qui précède la Bar Mitzvah, à ce moment-là, il faut vérifier si il sait à qui on fait le Neder. Son Neder est absolument valide comme celui d'un adulte. Hein? On a, oui, en effet, à propos de la jeune fille, c'est bravo, c'est très joli. Nous avons à propos de la jeune fille, Ktana, Nahara et Bogeret. Pareil, 3 étapes dans la vie. Il y a des choses intéressantes, mais j'essaie de comprendre. Est-ce qu'on peut appliquer le djinn au Bok et Kulo ici, dans le mois? Non. Ok. Non, la question, on ne s'est pas quitté, puisqu'on a fait un live, on a dit si c'est vrai que BS arrive. Dès l'instant où on a apporté un corban, logiquement, on s'est quitté, même s'il y a un surplus. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle il faut refaire un autre corban. Est-ce que... Si je considère que le palgas, c'est ni keves et ni haïl, donc je ne me suis pas acquitté du keves ou du haïl que je m'étais engagé d'apporter. Si on a fait au départ, on a dit voilà, jamais les corbanes, c'est ni intéressé, ni haïl. Ah, alors vous n'avez pas entendu le début. Au début, le bonhomme a dit je fais un neder d'apporter soit un keves, soit un haïl. Point à la ligne. Et maintenant, il apporte un palgas. Palgas, si c'est ni keves, ni haïl, il n'a rien apporté. Est-ce que dans le Mishkan, on va faire le korban de ce palgas? Première question. Deuxième question, si c'est entre, qui est-ce qui va bénéficier de la part au Kohanim? Est-ce que c'est fait ou c'est pas fait? Si c'est Ola, c'est entièrement consumé. Oui. Si c'est Shlamim, eh bien, on applique la règle de Shlamim. Le Kohen, il reçoit Hazé Vachok, la poitrine et la patte. Non, mais ce qui m'étonne, moi, on dit que c'est pas une catégorie à part. Si c'est une catégorie à part, il aurait pas dû faire le korban. Là, parce que après, pour qu'est-ce qu'il fait? Il ramène un autre korban qui définit Keves avec tout ce qu'il faut, comme farine, comme huile, comme vin. Alors, ce qui fait 2 fois. Ou alors le gars, il n'avait pas la tête à lui. Non, il a fait barbeau. Non, je ne dirais pas ça, je suis désolé. Je ne dis pas ça. Ici, il a fait une erreur. C'est très joli ce que vous posez comme question. Elle est très logique, votre question. Ici, il rapporte que dans la mesure où ce serait considéré comme une biria bifne atzma, ce serait en effet sacrifiable en tant que nedava, mais on n'aurait besoin d'aucun nesser, ni yaïn, ni mincha. Donc c'est très beau. Ce que vous dites, c'est très juste et vous avez bien fait de relever, parce que en effet, étant donné que ce n'est ni keves ni haïl, la Torah, quand elle a dit qu'il faut apporter les nesachim et la mincha, uniquement par rapport au keves et haïl. Sinon là, ce sera un nedava, mais qui n'est pas accompagné du reste. Et le reste, donc, qu'est-ce qu'il va dire? Je l'apporte en tant que nedava. La mincha et le nisur haïl, ce sera en tant que nedava. Hazak. Mais même pour Bar Pada, on va devoir faire ça en tant que Tnaï. Ça veut dire que pour Rabbi Yohanan, le Ola Haïl, la Torah dit que cette biria, elle est annexée au Haïl. Ça veut dire que on va devoir apporter des Nesachim, comme pour le Haïl. Mais pour Bar Pada, qui dit que c'est une biria bifne atzma, mais il n'a pas la dracha du Ola Haïl, eh bien ce sera un korban sans mincha et sans Nesachim. Il est considéré comme Nedava ou non? Nedava. Pour les deux? C'est-à-dire quoi pour les deux? Le premier, il a dit qu'on va au Haïl, donc on va tendre vers le Haïl. Si on tend vers lui, on doit apporter ce qui va avec le Haïl. D'accord? Donc il le considère comme un Haïl. Oui. Et donc il n'est plus Nedava. Il est accepté comme Non. Alors, attendez. Puisque l'autre... J'ai entendu. Vous voulez maintenant la réponse? Ola Haïl, c'est une dracha. C'est une dracha pour dire que le palgas, bien qu'il soit une biria bifne atzmo, il aura les dinim de Haïl, mais il ne s'appelle pas Haïl. Donc celui qui s'est engagé à porter Haïl n'est pas quitte en apportant un palgas, bien que c'est exactement la même procédure au niveau du korban.
Alors, Pour les deux d'ailleurs. Alors, quelle est votre question? Pour les deux. Non, la question c'est de savoir que si on le considère comme. Nedava, il devait apporter quoi pour lui? ou Keves ou Aïl. Ah, la question se pose aussi pour Nedava. C'est-à-dire s'il apporte un palgas en tant que Nedava, C'est 0. c'est 0. Pour Rabbi Yochanan, Alors pourquoi il a bien pour Rabbi Yochanan, il a apporté un korban, Et il sait que c'est un palgas. il sait que c'est un palgas, oui. Alors pourquoi il apporte un palgas? Eh ben, même lui, il a cru que c'était bien. Il a cru que c'était bien. La halakha lui dit, mon cher ami, t'as rien fait. Va chercher encore un autre. Soit Keves, soit Aïl. Parce que ce que tu as apporté, c'est une birya fnatzma. Pourquoi on a besoin de dire d'apporter après coup? Oui. On a besoin de dire d'apporter alors ce qui va avec, puisque ça sert à rien. Mais il est obligé. Maintenant qu'il le sacrifie, il est obligé. Mais il peut le mettre de côté, prendre quelqu'un. C'est vrai. S'il veut, il n'importe. Mais le problème, c'est qu'il a déjà sacralisé. Il était très beau. Il a sacralisé. C'était très beau. Comment? Ça dépend. Oh là, Kulo Lachem, Shlamim, Shlamim. Nedava, c'est pas un corban en tant que tel. Nedava, c'est il s'engage à dire. À donner un. Voilà, il dit cette bête-là, c'est Shlamim. Cette bête-là, c'est Rola. Ça s'appelle Nedava. Neder, il dit je prends sur moi d'apporter Rola ou d'apporter Shlamim. Et dans la mesure où il a amené un pagas et tout, est-ce qu'il peut différer sur sa commande? Répétez. Est-ce qu'il peut différer sur sa commande? Dans quel cas? Dans quel cas? Il a sacralisé, il dit c'est toi qui vas être sacrifié. Ouais. Je l'ai amené entre les deux. Je l'ai amené à. Il laisse grandir. À 13 mois. Est-ce que j'arrive, on me dit, il a 13 mois, mon brave. Trop tard pour toi. Est-ce que je peux. Bravo. On repousse. Bravo. On repousse, pourquoi pas? Ah, on peut repousser. Bien sûr. Non, c'est une question. Très bonne question. Est-ce que Tout le monde n'a pas la dracha de courant. Barpada n'a pas la dracha de. Bon, on continue. Encore une question similaire, c'est par rapport au lahmetoda. Ba'e Rabbi Zera, ha'omer hare alay lahmetoda mina hametz o mina matzah, vehevi si'ur mahu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez que quelqu'un qui apporte un korban toda, il doit apporter un animal comme shlamim, accompagné de 40 pains. Il y a 30 pains qui seront matzah et 10 pains qui seront hametz. C'est comme ça que la Torah a présenté le korban toda. À la différence d'un shlamim classique, la différence avec un shlamim classique, c'est que en général, shlamim se mange pendant combien de temps? Shneyamim velayla ehad. 2 jours et une nuit. Le jour de l'abattage, la nuit qui suit et le lendemain. Tandis que pour Korban Toda, il faut manger en combien de temps? Yom valayla. 1 jour et une nuit. Répétons. Première différence, c'est le timing. Deuxième différence, c'est que le Korban Shlamim de Toda doit obligatoirement être accompagné de 40 pains. 30 pains matzot, qui étaient pétris différemment, 10, 10 et 10, et encore 10 pains hametz. Bon, maintenant écoutez, à propos du hametz, nous avons au moment du pétrissage de la pâte une évolution. Quand on pétrit la pâte au début, qu'est-ce qu'elle est? Matzah. Dès qu'elle fermente, elle s'appelle comment? Hametz. Après 18 minutes. Maintenant, il y a une phase intermédiaire entre bravo, dans l'évolution de la fermentation de la pâte, vous avez un niveau intermédiaire qui s'appelle siour. C'est pas séor, c'est siour. Siour, c'est-à-dire début de fermentation. Alors, quel est le statut de cette phase intermédiaire qui s'appelle siour? Est-ce qu'on peut l'appeler déjà hametz, ou bien ça s'appelle encore matzah, ou en fait c'est ni l'un ni l'autre. C'est une entité à part. C'est considéré comme une phase intermédiaire qui est ni matzah, ni hametz.
Alors la question est de savoir, Entre 18 et 19 minutes. ouais, j'ai cuit le pain, j'ai cuit la pâte quand elle était siour, et je l'ai apportée en tant que korban toda. Est-ce que je suis quitte en tant que matzah, ou est-ce que je suis quitte en tant que hametz? Alors répétons, on s'était posé la question par rapport au Bnei Torim, au Bnei Yona. On avait dit que Bnei Torim, Bnei Yona, c'est des colons petites. Des Torim, c'est des tourterelles adultes. Entre les deux, on a une phase intermédiaire. Tchilat Hatziouf, basé ou basé. On avait dit que c'était soit Safek Gadol, Safek Katan, soit c'est considéré une catégorie à part. Ça, c'est par rapport à quoi? Aux oiseaux, aux volailles de Shnei Torim, au Shnei Bnei Yona. Maintenant, la même chose à propos du Haïl et du Keves et du Palgas. Palgas, est-ce que c'est Safek Haïl, Safek Keves, ou une catégorie à part entière? Maintenant, à propos de la pâte, Hametz ou Matzah, le Siour, qui est une phase intermédiaire dans l'évolution de la fermentation de la pâte, est-ce que c'est considéré Matzah ou Hametz? Alors maintenant, pour vous compliquer un peu plus les choses, et heureusement que on est encore au début de journée, comme ça vous avez la tête encore fraîche, donc on va un petit peu compliquer les choses. On va voir tout de suite une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda quant à la définition de Siour. Nous avions appris ça, Baruch Hashem, dans l'étude des Mishnayot le soir. Vous vous rappelez? On avait étudié cette mahloket dans la Mishnah, à savoir à partir de quel moment ça s'appelle Siour. Et Siour, c'est considéré comme Hametz Nokshe. Et c'est quoi Hametz Nokshe? C'est-à-dire, c'est du Hametz qui n'est pas terminé. C'est la fermentation qui n'est pas terminée. Et donc, la pâte n'est pas mangeable en tant que telle. Soit tu as de la matzah, c'est bon, c'est craquant, c'est délicieux. Soit tu as du Hametz, c'est une pâte qui a bien fermenté, tu as un bon pain fermenté. Mais quand tu es entre les deux, c'est rien. C'est ni de la matzah, c'est ni du Hametz, c'est pas bon. Ça s'appelle Hametz Nokshe. Hametz Nokshe, c'est-à-dire du Hametz qui n'est pas consommable, qui est dur. Et si tu l'as quand même mangé, tu reçois Malkout, 39 coups. Pourquoi? La Torah a inclus le Hametz Nokshe dans le Pasuk, Kol Mahmetz et Lotochelu. Ne mangez pas tout ce qui est lié à la fermentation. Donc c'est pas du vrai Hametz à 100%. Donc il n'y a pas de Hiyuf Karet. C'est pas de la matzah, mais c'est entre les deux. C'est un début de fermentation, et donc tu recevras 39 coups. On parle de la période de Pessah. Bien sûr, on parle de Pessah, évidemment. Je parle de Pessah. Vous avez très très bien fait de le rappeler. Merci. Mais je dis que dans ma Sechet Psahim, on a étudié à propos de Pessah. Les trois phases. Un Korban Toda, tu ne fais pas à Pessah, ça c'est sûr. Évidemment. Korban Toda, on ne fait pas à Pessah. Je viendrai la semaine prochaine. En temps normal. Pour les 10. Si on apportait un Korban Toda, c'est ça? Ça va pas. Il n'y a pas de Korban Toda Pessah. Même la veille, tu la prends pas. Non, je ne sais pas qu'ils sont les deux. Non, ça n'a rien à voir, ça. Si. Non, mais pour les Ashkenazim, si tu penses Oui, un truc, oui, mais pourquoi on fait pas? À cause des pains Hametz. Si c'est un pshat. Elle a raison. Si c'est la Nous, raison. on enlève pas le priseur de Toda, on le fait, le priseur de Toda. On ne fait pas le Toda. Frères et amis, Ça n'a rien à voir. Le Hametz Nokshe, ne nous perdons pas. ça s'approche du Hametz. Allez, on reprend. On a vu une mahloket dans ma Sechet Psahim à propos de Pessah. À partir de quel moment la pâte s'appelle Siour? Et donc il faut la brûler. Mahloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Regardez. Ba'er Rabbi Zera. Ha'omer Ari Alay Lahme Toda. Quelqu'un qui a dit, je prends sur moi d'apporter des Lahme Toda. C'est-à-dire, il veut apporter juste des Lahme Toda. Mina Hametz ou Mina Matzah. Ve'evi Siour, Mahu. C'est vrai que ça fait bizarre. Comment un homme
peut être hayav d'apporter juste 10 pains au lieu d'apporter les 40 pains. Mais s'il apporte un korban toda, donc il faut apporter les 40 pains. C'est quoi ça? Il apporte que le pain. Il a dit, Hare alay lahme toda, je vais apporter 10 pains, soit mina matzah, soit mina hametz. Et finalement, qu'est-ce qu'il a apporté? Hevi si'ur. Maou, il a apporté du si'ur. Est-ce qu'il est quitte ou pas? La Gemara nous dit comme ça. Regardez ça. Au début, la pâte, elle blanchit. Dès qu'elle commence à fermenter, elle blanchit. Après, elle commence à craqueler. Il y a ce qu'on appelle carné hagavim, comme des formes de cornes de sauterelle. Parce que le craquement de la pâte fait qu'on voit ici une ouverture, comme une croûte de pain qui est fendue. Comme des cratères. Comme des cratères, exactement. Donc ce sont des craquements de la pâte. Kekarne hagavim, comme des cornes de sauterelle. Et après ça, plus elle fermente et plus ça craque. Et après ça, il y a plein de craquements, parce que ça a tellement fermenté que la pâte, elle est complètement craquelée. Et c'est ce qu'on appelle sdakim me'uravim zebazé. Jusqu'à ce que on arrive à du vrai hametz, n'est-ce pas? Du vrai hametz. Alors on a vu là-bas une mahloket, à partir de quel moment la pâte, elle s'appelle si'ur, et à partir de quel moment elle s'appelle hametz gamour. D'après Rabbi Meir, dès que la pâte a blanchi, elle s'appelle si'ur. On n'a plus le droit de la manger. Mais dès qu'elle arrive à carné hagavim, à des cornes de sauterelle, c'est-à-dire des petits craquements ici et là, eh bien c'est du hametz gamour d'après Rabbi Meir. Celui qui mangerait, il serait hayav karet. Pour Rabbi Houda, il dit pas du tout. Il dit tant que c'est encore que blanche, il n'y a aucun craquement, bien que c'est blanc, c'est pas du tout considéré comme hametz nokshe, c'est considéré matzah gmora. Et dès qu'on arrive à des craquements comme des cornes de sauterelle, ça s'appelle si'ur. Et lorsque il y a tellement de craquements jusqu'à ce qu'ils sont entremêlés, les traces du craquement de la pâte sont entremêlées, alors dans ce cas-là, c'est du hametz gamour. Alors qui est-ce qui est plus mahmir, qui est plus mekil? Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit, si'ur, c'est la pâte blanchie. Carné hagavim, dès qu'il y a des cornes de sauterelle, c'est du hametz gamour. Rabbi Houda dit, si'ur de Rabbi Meir, pour moi c'est de la matzah. C'est kasher la mehadrin. C'est quoi le si'ur qui est interdit, qu'on appelle hametz nokshe? C'est carné hagavim. Et c'est quoi le vrai hametz? Sdakim me'uravim zebazé. Les craquements sont entremêlés. Alors maintenant la Gemara pose la question, elle dit comme ça. Le bonhomme, il a dit, on parle pas de Pessah maintenant. Rabbi Meir, Rabbi Houda, ils ont parlé de quoi? De Pessah. Maintenant nous, on passe à autre chose, rien à voir avec Pessah. Pendant l'année, quelqu'un qui a dit, Hare alay, je prends sur moi d'apporter 10 pains de korban toda. Soit des pains hametz, soit des pains matzah. Puisque dans le korban toda, on a 30 pains matzah et 10 pains hametz. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté des pains qui ont été cuits, alors que la pâte, qu'est-ce qu'elle était? Elle était si'ur. Est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte? Est-ce qu'on va dire qu'il est quitte parce qu'il avait dit j'apporte ou de la matzah ou du hametz? Et maintenant, il a apporté du si'ur. Si'ur, c'est peut-être de la matzah, c'est peut-être du hametz. Alors regardez, la Gemara dit ici ur des Rabbi Meir, les Rabbi Houda matzah ma'al yataï. Je voudrais bien comprendre ta question. Tu peux préciser, s'il te plaît, ta question? Si tu me dis que il a apporté une pâte si'ur qui s'appelle si'ur pour Rabbi Meir, et la question, tu la poses selon Rabbi Houda. Pour Rabbi Houda, il n'y a pas de question. C'est de la matzah gmura, donc c'est sûr qu'il est quitte. Les Rabbi Houda, matzah ma'al yataï. Veïd et Rabbi Houda, les Rabbi Meir, hametz gamuru. S'il a apporté du si'ur d'après Rabbi Houda, et tu poses la question selon Rabbi Meir. C'est quoi le si'ur d'après Rabbi Houda? Carné hagavim. Qu'est-ce que pense Rabbi Meir des carné hagavim? Hametz gamur. Donc aussi il est quitte. Pourquoi il est quitte? Parce qu'il a dit pendant l'année, j'apporterai 10 pains, soit hametz, soit matzah. Eh bien, c'est du hametz pour Rabbi Meir. Le si'ur de Rabbi Houda, c'est du hametz pour lui. It's very good. Vous avez dit que le si'ur était cuit. Oui, il a cuit une fois que la pâte était si'ur.
Et c'est d'après Rabbi Alors la Yehuda, Gemara c'est maintenant dit. Maintenant, c'est Alors la Rabbi question. Alors 2 secondes. I des Rabbi Yehuda les Rabbi Meir, Hametz Gamoru. Ve I des Rabbi Meir les Rabbi Meir, Midelake ale Hametzu. La Gemara dit alors quoi? Peut-être que la question se pose du Séour de Rabbi Meir pour Rabbi Meir. Qu'avait-il dit? Que dès que la pâte blanchit, ça s'appelle Séour. Ça s'appelle Hametz Nokshe. Il reçoit des coups. S'il mange pendant Pessah, il reçoit 39 coups. Il a transgressé quel issur? Kol Mahmetzet Lotorelu. Alors c'est du Hametz? C'est bon, c'est bon. Alors c'est bon? C'est bon, Alors il est quitte aussi? Il a dit j'apporterai soit 10 pains Hametz, soit 10 pains Matzah. Et bien pour Rabbi Meir, le Séour de Rabbi Meir, il prend des 39 coups, c'est qu'il considère que c'est du Hametz, et bien il est quitte. Donc la question ne se pose pas. Si la question se pose, elle se pose que dans cette hypothèse. Et là, des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, le Séour de Rabbi Yehuda, c'est quoi? Bravo. Carne Hagavim. Des petits craquements ici et là, comme des cornes de sauterelle. Pour Rabbi Yehuda, c'est ça Séour. Alors les Rabbi Yehuda, d'après lui, maille, bien que il faille le brûler pendant Pessah, mais pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de malkout. Il y avait 2 points de mahloket, 2 points de divergence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Premièrement, quelle est la définition de Séour? Deuxièmement, quel est le din de Séour? Les deux sont d'accord que Séour, il faut le brûler. Mais la différence entre eux, c'est la sanction. Pour Rabbi Meir, quelqu'un qui mange du Séour, eh bien, il reçoit 39 coups. Quel Avera il a transgressé? Kol Mahmetzet Lotochelu. Ne mangez pas de pâte fermentée. Pour Rabbi Yehuda, Bichlal, ça ne s'appelle pas du Hametz. Hachamim ont dit que ce Hametz Nokshe, il faut le brûler, mais ce n'est pas du vrai Hametz. Et par conséquent, il n'y a pas de malkout. Alors la question se pose maintenant. Hein? C'est pas du Hametz pour lui. C'est pas du Hametz. Il n'y a pas de malkout. Donc il dit comme ça. Le safek pour Rabbi Yehuda, c'est le safek suivant. Sfeka havia. Venafik mima nafshach. Odinma biryahu velonafik. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yehuda, il dit, tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de malkout? Pourquoi? Parce que c'est un safek. Est-ce qu'on peut donner des coups à quelqu'un si on n'est pas sûr qu'il a transgressé? Non. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Donc Rabbi Yehuda a dit qu'il n'y a pas de malkout pour quelqu'un qui mange du séour. C'est parce que il se peut que Béhémet c'est du Hametz. Mais tu n'es pas sûr. Peut-être que séour appartient à la catégorie Hametz. Peut-être qu'il appartient à la catégorie Matzah. Ou peut-être qu'il appartient à une troisième catégorie qui est ni Matzah ni Hametz. Alors de ce fait, je dis comme ça. Béhémet, après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de malkout. Pourquoi? Soit il y a 2 facettes dans son safek, soit il y a 3 facettes. Soit 2 hypothèses, soit 3 hypothèses. Soit matzah, soit hametz, soit 3 hypothèses, hametz ou matzah, ou birya bifnei atzma. C'est une phase intermédiaire qui correspond ni à la pâte matzah, ni à la pâte hametz. Alors quel est le résultat? Quel est le din maintenant de quelqu'un qui mangerait ça pendant Pessah? Est-ce qu'il recevrait malkout? Non, on ne peut pas donner une sanction si on n'est pas sûr qu'il est en infraction. Mais deuxième incidence, c'est pendant l'année. Quelqu'un qui a dit, je voudrais apporter 10 pains de Korban Toda, je voudrais apporter 10 pains, et maintenant il a apporté ces 10 pains, soit Hametz, soit Matzah, il a dit, soit Hametz, soit Matzah, maintenant il a apporté ces 10 pains qui sont Séour, alors peut-être qu'il est quitte, peut-être qu'il n'est pas quitte. Si je dis que il n'y a que 2 hypothèses, c'est soit Matzah, soit Hametz, c'est sûr qu'il est quitte. Parce qu'il a dit, je m'engage à apporter soit Matzah, soit Hametz, eh bien le Séour, c'est soit de la Matzah, c'est soit du Hametz, il est quitte. Mais si tu me dis qu'il y a 3 hypothèses, car il est possible que ce soit Birya Bifnei Atzma, donc c'est ni de la Matzah, ni du Hametz d'après Rabbi Yehuda, alors dans ce cas-là, il n'est pas quitte, il va devoir apporter finalement encore 10 pains, soit Hametz, soit Matzah. Maintenant la Gemara pose la question, elle dit, excuse me, comment est-ce possible de s'engager à porter 10 pains? Ve'amar Rav Huna, Omer Hare Alai, Lahmetoda, Mevitoda, Ve'lahmah,
Vekivan dechiable betoda belahma, halo yada gavra ihametsu delaite matza, imatzahu delaite hametz. La Gemara dit, je ne comprends pas le cas de figure que tu m'as présenté. C'est un cas atypique, mais je ne vois pas comment est-ce qu'il peut exister. Car nous avons une règle. Quelqu'un qui dit, je m'engage à apporter du pain de Korban Toda, il est obligé d'apporter le Korban Toda avec les 40 pains. Il va devoir apporter l'animal, plus les 30 pains de matzah et les 10 pains de hametz. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Du séour. Bokertov, mister, out, sors d'ici. Qu'est-ce que tu nous apportes ici? Du pain dont on ne sait même pas si c'est de hametz ou de la matzah. Comment tu veux t'acquitter de ton devoir? Tu as dit, tu apportes la hametz toda, alors c'est ou hametz ou matzah. Et là, tu nous apportes quelque chose dont il est fort possible que c'est ni du hametz ni de la matzah, c'est du séour. Alors la Gemara dit, la tzricha de amar, hare alay hala, liftor todato shel peloni. En fait, il y a Réhouven qui a dit, moi je voudrais acquitter Shimon de son devoir des 10 pains, des 30 pains. C'est-à-dire, lui, son ami a fait un éder d'apporter un korban toda. Et lui il dit, moi je voudrais apporter pour mon ami 10 pains de hametz. C'est-à-dire que lui, au lieu que Mskin, il débourse 40 pains, 30 pains de matzah et 10 pains de hametz, et je sais qu'il n'en a pas les moyens, je voudrais faire un don. Moi, j'offrirai à sa place les 10 pains de hametz, les 10 pains pour lui. Alors, la Gemara dit, sauf, halo yada ay gavra, ihametsu delaite matzah, imatzahu delaite hametz. Ça veut dire que finalement, cet homme-là, qui s'est engagé à apporter un korban toda, il doit apporter 40 pains. Maintenant, son ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire un cadeau. Il a voulu faire quel cadeau? Les 10 pains de hametz. Mais qu'est-ce qu'il lui a apporté finalement? Du séour. On n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que le séour, c'est de la matzah, c'est pas du hametz. Alors lui-même, il sait plus maintenant où il en est. Le propriétaire du korban, sait plus où il en est. Combien il doit apporter maintenant encore de pain? Est-ce qu'il doit apporter, bravo, 20 pains de matzah et 10 pains de hametz, ou bien 30 pains de matzah, parce que séour, c'est du hametz, si c'est toujours pas. La Gemara dit, la tzricha de lo amar liftor. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un il fait un éder à la place de l'autre. En fait, c'était pas. Ici, on parle de quelqu'un qui a voulu s'associer à son ami, mais pas à titre d'acquittement. Lo amar liftor. Réhouven, il va apporter. Pour t'arranger. Voilà. Réhouven qui a dit j'apporterai 10 pains pour Shimon, c'est pas pour acquitter Shimon. Shimon, c'est sûr qu'il doit apporter ses 40 pains. 30 matzah et 10 hametz, ça c'est sûr. Seulement lui, il veut l'accompagner, bravo. Alors maintenant, il veut l'accompagner, mais il faut que ça corresponde. Alors, mipak gavra yeden hydro nafik olo nafik. Maintenant, la question, c'est s'il a fait le neder de prendre 10 pains. Teko. Alors, finalement, la Gemara, lorsque cet homme-là a dit j'apporterai des lahmetoda, soit hametz, soit matzah, pour m'associer à mon ami, est-ce qu'en apportant du séour, on peut dire qu'il s'est acquitté de son éder quand il a dit je vais greffer au korban toda de mon ami ces 10 pains hametz ou ces 10 pains matzah? Est-ce qu'il s'est acquitté en apportant du séour ou pas? Si je dis que le séour, c'est une phase intermédiaire, eh bien il n'est pas quitte.